dimanche 10 avril 2022, dimanche des Rameaux pour les chrétiens catholiques, 13h30 exactement dans les pendules de la paroisse Bon Berger de la télévision deuxième, même heure à la paroisse Marie Théotokos d'Aguanivé. Nous sommes à l'heure de la messe médiatique, un évangile à 4 chapitres, plus une annonce très importante. Voilà ce qui va meubler cette 15e messe de l'année en cours. Les co-célébrants ou co-diseurs de cette messe du jour sont Atia Ibrahim Lassindi, c'est bien ça, il est directeur d'éducation, donc le patron de la paroisse, Temps Nouveau, à droite bien sûr, et à gauche, Terko Firmin Agbo, il est journaliste, politique et chroniqueur, analyste. C'est le deuxième curé de cette messe, le co-célébrant. Aidez-moi à leur souhaiter une confraternelle et patriotique bienvenue et leur dire merci pour leur disponibilité. Bonjour Atia et bienvenue dans la messe. Bonjour Eric, bonjour aux téléspectateurs et téléspectatrices qui nous suivent depuis leur poste récepteur un peu partout, hein, que ce soit dans le monde parce que vous êtes sur le net. Et bonjour mon frère, mon cher ami Firmin. C'est un plaisir de partager encore le plateau ce dimanche avec lui. Firmin, bonjour Eric. Tout va bien. Ça me rappelle un colonel dans le temps de Yadema. Il s'appelait comment? Il est impressionnant lors du défilé du 13 janvier. Donc moi je vous pose la question aussi. Oui, soyez bienvenue. Merci. Ça fait plaisir que je vous sais sur ce plateau encore comme d'habitude. Jamais failli à votre invitation. Merci beaucoup. C'est gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci. C'est quand on m'invite comme ça, je me dis que c'est une grâce. Ce n'est pas de nos fêtes parce qu'on est nombreux, mais pourquoi ça tombe sur moi? Peut-être moi je dis souvent que Dieu a mis en chacun ce dont il a besoin pour construire une nation. Voilà, donc je me dis que Dieu m'a donné quelque chose, peut-être quand moi aussi je vais le partager avec ceux qui nous écoutent, ils vont s'en inspirer peut-être pour améliorer peut-être leur quotidien. Et ceux-là qui nous dirigent, ils vont s'en inspirer peut-être pour améliorer peut-être un pan de leur gouvernance. Et alors pourquoi ne pas venir? C'est un travail républicain que nous sommes en train de faire et c'est Dieu qui récompense. Donc on ne doit pas nécessairement forcément attendre de l'argent pour pouvoir accomplir cette mission. Parce que moi je me dis que c'est une mission divine. Et quand on parle de mission divine, je me dois de l'accomplir avec fierté, avec un très bon cœur. Donc je suis très honoré quand vous m'invitez souvent et vous honorez encore aujourd'hui de vous avoir à mes côtés et de vous avoir aussi mon grand frère Atia Ibrahim. Je disais quelque chose à quelqu'un une fois, je dis c'est pas pour violer ou pour trahir une confidence. Je disais que moi j'aime trop débattre avec lui parce que c'est quelqu'un, on n'a souvent pas le même point de vue, mais il sait respecter les gens. Il est très humble dans sa position. Il est très humble et puis il respecte ton point de vue. C'est le charme du débat. Donc bonsoir. Bonsoir à ceux qui nous écoutent. Ainsi soit-il pour le siècle des siècles. Dites Amen. Amen. Très bien. Et je ne suis pas seul comme d'habitude, c'est toute une équipe technique qui m'accompagne dans la réalisation de cette émission. Tout droit devant moi, Ibrahim Maki, qui a bravé le jeûne du Ramadan pour venir m'aider à réaliser cette émission dans la faim et la soif provisoire. Et de l'autre côté, c'est Gantin Bidola, très bien nourri, et venait de vider un plat de riz. Je crois que lui au moins se sent à l'aise. Sous la supervision de Larry, à qui je souhaite merci, à qui je dis merci pour ce clin d'œil qu'il nous fait de temps en temps, et tout ce monde qui a contribué ou qui va contribuer à la réalisation de ce numéro, et je lui souhaite bienvenue. Et à vous, téléspectateurs fidèles de cette paroisse, je vous dis bien des choses partout où vous êtes, même aux États-Unis, où se trouve mon ami Sylvestre Thierry, qui nous suit très régulièrement.
Et ceci dit, c'était l'incivilité, et moi, vous le savez, c'est le prince héritier de la Bima. Je m'appelle Eric Tanande. Comme vous le savez, c'est un mois divinement rituel. Pendant que les chrétiens catholiques s'apprêtent à rompre le carême, dans une semaine, nos frères et sœurs musulmans venaient de démarrer leur jeûne. Il y a une semaine. À tous, une fois encore, je souhaite pénitence et grâce divine, surtout à toi, Atia Ibrahim, sur ce plateau. Merci. Ça me fait plaisir. Merci beaucoup. Même si pour les circonstances, je te baptise chrétien, puisque nous sommes dans une messe, toute cette civilité accomplie, alors voici la messe proprement dite autour de l'évangile selon saint Éric avec 4 chapitres, à savoir la crise dans le secteur de l'éducation, la prestation de serment des nouveaux membres de la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, la vie chère qui revient toujours et la fin du procès Sankara qui a fait 2 poids pour le tribunal de Ouagadougou ou de Bobo Dioulasso, tout dépend. Nous n'allons pas passer sous silence également l'UNI qui se prépare pour ses 10 ans de naissance. Et puis, vous le savez tout comme moi, quand on montait dans l'ascenseur pour cette émission, on nous présentait la situation à mi-jour de l'élection présidentielle dans notre métropole, la France. Tout ça à décortiquer en 60 minutes ou 75 minutes. Tout dépend, ce sera avec peut-être la faveur de la technique. Alors, comme je le disais, démarrer le mois dernier à la faveur d'une grève les 24 et 25 mars, la crise dans le secteur de l'enseignement s'est perpétuée cette semaine, qui s'achève avec une nouvelle grève de contre-missiles les 4, 5, 6 et 7 avril, et dont le syndicat des enseignants du Togo est à la manette, à couteau tiré avec le gouvernement, à la missile du ministre des Enseignements lancé depuis le bord du fleuve du Nil à Gando, qui a atterri au ministère de la fonction publique, faisant 137 blessés graves, auxquels se sont ajoutés 9 autres. S'est additionné un autre explosif lancé par le ministre de l'Urbanisme, cadre du milieu, le sieur Thierry Kantitine, dont le nom est désormais connu par tous les enfants du Togo, dans l'intention d'apaiser la situation. Sa langue aurait lâché des postillons très amers qui ont été à l'origine de la montée de l'adrénaline d'un cran et qui lui a valu et continue de lui valoir tous les noms d'oiseaux. Suivez tout cela avec cette revue que je me dois de vous présenter en live, parce que là, les conditions techniques ne nous ont pas permis de faire comme d'habitude. Et voici donc de la nécessité que les enseignants mettent de l'eau dans leur vin et que les gouvernants apaisent et veillent au gré. C'est un appel que lance Écho du pays par rapport à cette situation. Gazelle Info écrit secteur de l'éducation, toujours des problèmes, encore des problèmes et aussi des problèmes. Le Manian Libéré écrit crise dans l'enseignement, le dialogue social fragilisé. C'est un constat du dialogue du Manian Libéré. Julien Le Monde parle de la tension dans le système éducatif et dit que le gouvernement est sur une position de fermeté. Un dialogue franc avec le 7 pour sauver l'année scolaire s'impose selon le confrère. Mouvement dans le secteur de l'enseignement, le libéral dit, le ministre de la Sécurité rappelle les élèves manifestants à la discipline et à la sérénité. Le messager
à écouter le message de Yark Damran, ministre de la Sécurité, qui dit ceci aux auteurs des violences. L'auteur d'une violence est passible devant le juge. Que chacun prenne donc ses responsabilités, a dit le général Yark Damran à ceux qui tentent de troubler l'atmosphère du secteur de l'éducation. Focus Info, lui, il va nous parler dans un instant de la vie chère. Le détective, c'est notre journal, dit crise dans l'éducation. Le 7, entendu, le syndicat de l'éducation des enseignants du Togo annonce 4 jours de grève à compter d'aujourd'hui. Il fait allusion aux grèves du 4, 5, 6 et 7 avril dernier. Une série de grèves, ou du moins une nouvelle vague de grève, qui a connu une participation à près de 85% eu égard aux nouvelles et informations que nous avons sur le terrain. Puis voici les victimes. Les 137 agents punis gardent leur emploi dans la fonction publique, précise Togo Matin, qui lève le voile, ou du moins c'est la confusion par rapport à cette situation qui faisait croire à certains que ces 137 étaient totalement licenciés. Non, il ne s'agit pas de licenciement, il s'agit d'un redéploiement, précise Togo Matin. Éducation, j'appelle au dépassement politique et syndical pour le bonheur de nos enfants, dit Kokorko, ministre des enseignements primaires et secondaires, qui donc avertit les potentiels et les troubles faits du secteur. Et ce n'est pas fini. Un autre, c'est la Nouvelle Tribune qui parle du bras de fer entre le gouvernement et le 7 qui se poursuit. Et la dépêche vient et s'adresse à Kantiti, à qui il dit que le ministre Tchédé a très mal parlé, il a très mal parlé, donc à sa sortie, il n'est pas seul, et quand de langage, quand l'humilité du ministre Tchédé apaise les cœurs, il fait allusion à sa nouvelle sortie, au cours de laquelle Tchédé a dû demander pardon publiquement devant Dieu et devant les hommes à ses frères et sœurs de savane et a retiré ipso facto son mot. Le bras de fer entre le gouvernement et le 7, écrit toujours le journal chronique de la semaine, vous pouvez vous constituer légalement et rejoindre la table de discussion. Professeur Akoda Ayoda, ministre de la Communication, s'adresse et porte-parole, ici il parle en tant que porte-parole du gouvernement, il s'adressait bien au sexe, au syndicat en question, et puis autre journal à l'antenne qui dit s'il y a un conflit entre deux personnes, il faut faire recours à la justice pour éviter des victimes innocentes. C'est un conseil que le journal donne aussi bien aux syndicats qu'au gouvernement pour un apaisement de la situation. Flambeau va de son côté et dit et parle du retour sur les propositions irresponsables du ministre Tchédé, à ne pas rappeler surtout que ce n'était pas de bonnes choses à entendre. Et la manchette à la main dit déclaration du ministère Tchédé, le procureur peut s'auto-saisir. Donc la manchette attire l'attention du procureur à s'auto-saisir parce qu'il trouve que derrière cette sortie qualifiée de erronée et donc provocatrice, il y a quand même une vérité qui peut se cacher, histoire de déceler que dans le secteur, au sommet de l'État ou au sommet de l'administration, il se passe quelque chose que le commun des mortels. Et donc, le journal est en train de dire tout haut ce que peut-être ce qui se passe tout bas dans l'administration. Et puis, nouvelle opinion également fait allusion à cette grève illicite dans l'enseignement et demande de comprendre la mesure administrative du ministre de la fonction publique qui étale
dans son journal à la page 3 à découvrir, et le canal indépendant revient également et dit par rapport à Kandjitine, gouvernement Kandjitine, Thierry Issa, des propos indignes de la mission. Et enfin, c'est un nouveau de Atia Ibrahim qui dit grève de l'enseignement dans l'enseignement secondaire, il faut éviter une formation au rabais de la relève. Voilà tout ce qui a meublé sur cet événement cette semaine, et je m'avais déjà sauté sur Atia Ibrahim, dont le titre m'a beaucoup plu. Alors, vous parlez d'éviter une formation au rabais de la relève. Quel rapport entre ce qui se passe et la qualité de l'enseignement? Atia Ibrahim? Non, vous savez que quand on parle de la grève de l'enseignement, c'est des perturbations au niveau du système éducatif togolais. Donc, ces grèves récurrentes créent des dysfonctionnements au niveau de l'enseignement. Surtout que tout récemment, nous avons assisté à la radiation du corps des enseignants de près de 146 enseignants. Et ça voudrait dire que c'est plusieurs chargés de cours qui ne seront pas présents à la rentrée et après les Pâques. Et vous savez qu'après les Pâques, c'est quelques mois et l'examen commence, donc l'État ne peut pas, à proprement parler, redéployer ces semaines. Donc l'État ne peut pas déployer, en tout cas de nouveaux enseignants pour aller continuer le programme que ceux qui ont été débarqués là ont déjà entamé. Ce qui voudrait dire que les élèves vont finir l'année sans terminer le programme, et vous voyez ce que ça crée en même temps dans leur cheminement. Donc c'est une formation au rabais parce que il y a des cours qui n'auront pas suivi, il y a le programme n'est pas achevé dans certains établissements, et là la conséquence directe c'est que au fur et à mesure que les années passent, les programmes qui ne sont pas achevés, ça voudrait dire que tout ce qu'on va former sur le long terme, ce sont des gens qui seront formés avec beaucoup de lacunes, beaucoup de en tout cas de cours non assimilés ou bien non dispensés, et ça c'est une formation au rabais parce qu'on estime que quand on passe un cursus, surtout quand je prends le secondaire, de la seconde jusqu'en terminale, si vous arrivez à boucler tous les programmes au chapitre, vous voyez que vous êtes formé, quand vous sortez, vous avez un background acceptable pour pouvoir affronter maintenant la vie, voilà, les études supérieures. Mais quand vous sortez, vous pouvez être premier de votre promotion et tout ça là, mais il y a beaucoup de choses qui vous manquent, et là c'est une formation au rabais. Voilà ce que nous voulons dire, c'est juste pour attirer l'attention des protagonistes, des acteurs. Nous voulons parler du gouvernement et des enseignants, de faire un effort pour mettre de l'eau dans leur vin, revenir à de meilleurs sentiments pour que vraiment le système éducatif togolais se porte mieux et que les enfants soient bien formés pour la relève de demain. Teko, comment appréciez-vous ce qui se passe au sein du secteur de l'enseignement, surtout ces derniers jours? Ce qui se passe, bon, je peux dire, est grave. Et je pense que Ibrahim Atia a relevé une conséquence de ce qui est en train de se passer. C'est une conséquence gravissime et lourde. Et si on ne fait pas attention, aujourd'hui le niveau même a déjà baissé. Tout à fait. Complètement. C'est-à-dire quand vous voyez un étudiant qui part, vous vous demandez si c'est un étudiant qui part. Vous savez, c'est comme je m'amusais à demander à une jeune fille qui faisait la terminale le verbe résoudre en l'imparfait. et puis la fille dit je résoudais. C'est sérieux. Un terminal. Et donc ça veut dire qu'il y a que, alors que nous on avait appris au CM1. Le CM1 déjà, vous avez déjà toutes les conjugaisons, tous les temps. Tous les temps et tous les mots. Tous les mots. Donc vous n'avez pas de problème. Mais aujourd'hui, vous demandez à un étudiant de nous conjuguer un simple verbe. Il y a toutes les difficultés. Ne parlons pas du subjonctif. Là, c'est la catastrophe. Le subjonctif, ils ne l'ont pas. Tout ça, c'est quoi? Le subjonctif imparfait, non. Ça, c'est encore lourd. C'est de notre temps. Nous n'avons pas s'agir de c'est-à-dire on s'amusait avec. Mais aujourd'hui, ça n'est pas le cas parce qu'il y a quelque chose
qui a changé, le niveau a complètement chuté. Et voilà que ceci vient s'ajouter. Alors que ceci vient s'ajouter à ça. Alors ce que moi je voudrais dire, pourquoi je dis que c'est grave? C'est grave dans la mesure où, pour un simple problème, on évoque un problème de droit. On parle du juridisme. Alors que la maison est en train de brûler. Alors que les enfants sont dans la rue. On parle d'un problème sérieux. Les gens parlent, on parle de missiles. J'ai lancé des missiles. J'ai rafalé les directeurs. Et là, devant toutes ces situations, le chef de l'État, il est là. Il ne dit rien. Il observe. Il observe, il ne prend aucune mesure pour peut-être rencontrer les syndicats. Il ne prend aucune mesure pour parler, pour dire ah, trop c'est trop, à partir d'aujourd'hui, voilà ce que je décide. Vous imaginez, ça fait déjà des années qu'on parle de ce problème de l'éducation. Ça fait déjà 10 ans. Il y a plusieurs accords qui ont été signés, sous Classou, et après on a parlé de protocole d'accord, et après le mémorandum exceptionnel, et maintenant nous sommes à l'étape de mémorandum d'entente. On parle de mémorandum, et depuis tout ce temps-là, on signe des choses, mais après il y a grève. Ça veut dire qu'en réalité, la formule ne marche pas. Ça veut dire que ceux-là qui signent des choses, soit entre eux, il y a une crise de confiance. Peut-être la bonne. Il y a une complicité. Peut-être qu'il y a une complicité. On ne sait pas exactement ce qui se passe. Parce qu'on ne peut pas avoir signé un mémorandum et après il y a encore des histoires de grève. On ne peut pas encore avoir signé un protocole d'accord et après on vient jusqu'à encore signer un certain mémorandum. Ça, le chef d'État devait s'apercevoir et dire que en réalité ceux-là qui s'en vont peut-être pour aller régler le problème avec les enseignants, avec les syndicats, peut-être ceux-là n'accomplissent pas bien la mission. Ou peut-être ceux-là ne trouvent pas en eux, ou les syndicats ne trouvent pas en eux des interlocuteurs crédibles. C'est pour cela qu'au lendemain de toute signature, il y a encore des problèmes. Le chef de l'État doit prendre son bâton de pèlerin et se dire trop c'est trop, je règle le problème. Et pour la solution que moi je préconise, c'est que le chef de l'État, il appelle les syndicats. Qu'est-ce que ça lui coûte d'appeler, ou de convoquer, ou d'accorder une audience aux syndicats pour leur dire, monsieur, quel est véritablement le problème? Quel est le problème? C'est le jour où le chef de l'État va rencontrer tous ces syndicats, moi je me dis, ce sera la fin des problèmes. Et on ne parlera plus de certains sectes, on ne parlera plus d'histoire de droit, juridisme, il n'y a pas de problème. Nous sommes dans un pays où nous traversons un contexte internationalement grave, gravissime, où certains termes doivent être maîtrisés. Vous savez, quand vous allez sur Internet aujourd'hui, et si c'était sur Facebook, si vous employez ça, on fait votre compte. Tout à fait. Même sur YouTube. L'apologie de la violence. L'apologie de la violence. En France, si vous êtes sur votre machine et vous faites l'apologie de la violence, il y a dans les minutes qui vont suivre, on va venir vous chercher là où vous êtes. On va vous répéter. Parce que le monde tombe dans une situation difficile et délicate. Et dans ce pays, un ministre pour qui nous avons une certaine admiration se lève et pas de missile. De rafale. Et le président nous dit bien, on le laisse continuer comme cela. Ce n'est pas possible. Ça ne peut pas aller comme ça, le dirigeant d'État comme ça, la communication gouvernementale doit être appelée au sérieux. Je ne vous arrête pas, mais jusqu'à présent, nous on est dans la nature, on ne sait pas. Quand il a dit ça, dans les coulisses ou entre lui et sa hiérarchie, quels ont été les échanges, nous on est sur les antennes de Hongrie. Oh, mais c'est déjà parti, c'est déjà parti. Moi je suis déjà parti. De l'aéroport. Dans ce pays, il avait, comment on dit, il avait des directeurs qui avaient, comment on dit, je cherche le révoqué. Qui l'avait révoqué, c'est débatté, non. Qui l'avait révoqué, rechargé de la salle, quoi. Donc c'est révoqué. Voilà. Et on n'a rien dit, peut-être on n'a rien dit, après peut-être on a réhabilité certains, et dans ce même pays, ce même ministre tient ses propos comme ça. Mais ça veut dire que peut-être les reproches au départ n'ont pas été faits suffisamment. Et c'est pour cela qu'il se permet encore de faire ça. Le professeur Goulko, c'est moi je dis, c'est un grand ami, c'est un grand frère. C'est quelqu'un pour qui nous avons tous une certaine admiration. Tout ce qui fait l'université, tout le monde a mis des deux mains. Qui change de vie le visage de l'université, mais sur le plan politique, moi je dis qu'il est en train de pécher grave. Le ministre ne communique pas comme ça. Moi je vais vous donner cet exemple. Je me rappelle. Peut-être vous devez vous rappeler. En 2006, nous sommes en France. Jacques Chirac était président, Dominique de Villepin était le premier ministre. Dominique de Villepin avait envoyé à l'Assemblée nationale de l'époque en janvier un
projet de loi qu'on appelait à l'époque contrat premier embauche. Ça veut dire ça permettait aux chefs d'entreprise d'embaucher les jeunes, mais après les 6 mois, on pouvait les laisser. Les entreprises n'étaient pas obligées de les garder. Et les Français, les syndicats sont montés au créneau. Ils sont descendus dans les rues, ils ont dit non, on doit retirer le CPE, le contrat premier embauche. On doit retirer janvier, on a manifesté, rien. Février, demi le pays était ferme dans ce moment. Je ne retirerai jamais le CPE. Mars, les manifestations devenaient de plus en plus violentes. Jusqu'en avril, ça devenait encore plus violent. Jacques Chirac, paix à son âme, président d'abord, un 10 avril comme ça, il est monté au Congrès, il dit je retire le CPE. C'était fini les contestations. Moi je me dis le jour où le chef de l'État va monter au Congrès, m'a dit enseignant, venez, tous les problèmes, venez me voir, on va discuter sur l'affaire de la crise. Oui, il avait promis les états généraux de l'enseignement, je crois que ça va venir. Mais Atia, je sais que vous êtes très soucieux à lire votre article de l'avenir du secteur de l'éducation. À cette allure, je ne sais pas, bon, c'est vrai, il souhaite que le chef de l'État s'implique, écouter les uns et les autres. Mais pensez-vous quand même que les enseignants, bon, on a parlé du protocole d'accord, jusqu'à présent, quelle appréciation faites-vous de l'attitude même des enseignants? Une crise naît avec un syndicat, c'est là où moi je suis enseignant. Je ne suis pas d'accord avec la façon dont ça se passe. Il y a plus de 8 fédérations syndicales qui se font la guerre. Présentement, c'est une guerre aussi bien entre le CET et le gouvernement, et entre le CET et les autres syndicats, et entre les autres syndicats elles-mêmes. Ne pensez-vous pas que si ces problèmes durent et perdurent, c'est vraiment la faute à nous les enseignants? Oui, on peut dire en partie que c'est la faute à vous les enseignants parce que vous n'êtes pas unis. Ça, parce que quand on veut porter une revendication, il va falloir qu'il y ait vraiment de l'adhésion autour de cette plateforme et ensemble vous portez cela. Mais quand c'est un groupuscule qui porte une revendication, après il y a discussion dans les couloirs avec ce groupuscule, après c'est un autre qui lui revient, c'est que le problème n'est pas résolu. C'est là où moi je remets en cause même la façon de gérer la crise par les autorités du pays. Les autorités du pays devaient se montrer beaucoup plus conséquentes dans la gestion de cette affaire au niveau de l'éducation. En quoi faisant? En essayant de faire un effort nécessaire pour rassembler un maximum d'acteurs de l'éducation, parler véritablement de la question de ce qui se pose dans le système d'éducation et ensemble trouver des solutions et non des faux fuyants. Moi, je me dis que tout ce qu'on appelle protocole d'accord, mémorandum d'entente, l'application exceptionnelle, avec les contours flous, mais ça voudrait dire qu'on est en train de... En tout cas, excusez-moi, je ne suis pas en train de leur manquer de respect, mais on est en train de tourner les gens en bourrique, parce que jusque-là, le problème n'est pas résolu. Soit on déplace le problème, après ça les rattrape, et on cherche une autre formule, de formule en formule, ça devient un cafouillage, et finalement, personne ne se retrouve dans cette affaire. Monsieur Firmin a parlé a interpellé le chef de l'État pour que, c'est vrai, c'est lui le chef de la maison. Oui, c'est lui le chef de la maison. Quand il y a un problème, nécessairement, il doit pouvoir donner aussi son point de vue, parce que j'estime qu'il est entouré de grands conseillers, des gens qui sont beaucoup plus aptes à comprendre les enjeux au niveau de l'éducation et le problème même au niveau du pays. Vous savez, sous d'autres cieux, lorsque les autorités arrivent à faire ce que nous appelons la reddition des comptes, à parler exactement de l'état des finances, les populations aussi savent à quoi s'en tenir. Mais quand on entoure l'état des finances d'un flou artificiel, d'un mythe, personne ne sait à proprement parler combien nous avons dans la cagnotte. Il va de sorte que chacun sorte ses revendications, parce que personne ne maîtrise ce que nous avons dans la cagnotte. Donc chacun sort ses revendications. Voilà, une vie opulente, avec parfois même on organise des événements, mais qui nous coupent le souffle parce qu'on se dit, mais on pouvait se passer de ces événements. Même c'est des milliards qui sont engloutis là-bas, mais ça heurte parce que les gens ont des besoins, de vrais besoins vitaux. Quand vous prenez les enseignants, ils ont des besoins, ils ont beaucoup de problèmes. Nous-mêmes, dans le corps même de la presse, nous le crions toujours. Nous ne sommes pas nantis et nous demandons que nos conditions soient changées, qu'on essaie de voir dans quelle mesure nous pouvons quitter l'atmosphère précaire dans laquelle nous évoluons pour trouver au moins un mieux-être. Bon, maintenant, quand je reviens par rapport
à ce que Firmin a dit en interprétant le chef de l'État, même si le chef de l'État ne va pas se prononcer, nous savons qu'en tant que chef de l'État, non, mais même dans les coulisses, il peut remonter les bretelles à certains ministres. Et là, le lendemain, le langage ou bien la forme de leur communication aurait changé et on aurait senti qu'en amont, il y a eu un travail qui a été fait. Mais on ne sent pas cela. On ne sent pas cela, donc ça, nous, en tant que population, nous qui comptons sur le chef de l'État, nous qui avons espoir en son leadership, nous nous demandons, mais il doit véritablement agir. Et je pense que c'est là où je rejoins Firmin. Mais au-delà de ça, quand le chef de l'État aussi fait confiance à certaines personnes, dans le sens de la délégation de pouvoir, il va falloir que ces gens-là incarnent véritablement ce leadership que le chef de l'État leur a confié. Donc quand vous êtes dans le système de l'éducation et il y a des problèmes qui se posent, le langage qui doit être tenu, ça doit être un langage à la hauteur de l'excellence de la République. Mais quand vous tenez des langages va-t-en-guerre, des langages entre griffes qui sortent de l'ordinaire, c'est la République que vous mettez à terre. Comment un ministre peut dire qu'il va rafaler des enseignants dans un contexte où la crise en Ukraine interpelle tout le monde? Les gens sont en train de penser comment faire pour que la paix revienne dans le monde. Et c'est à ce moment qu'on cherche des mots violents qui heurtent. On parle de rafaler, des missiles, et ça va faire des dégâts. Vous comprenez? Et c'est une autorité de la République qui parle comme ça. Les autres pays vont nous considérer comment? Comment les autres citoyens, les autres pays... Mais on dirait que c'est un pays de belliqueux, c'est un pays de guerrilleros, c'est un pays de belliqueux, c'est la violence brute qu'ils aiment utiliser lorsqu'ils sont face à certains problèmes. Et là, ce n'est pas un honneur pour notre pays. Nous, notre pays, le Togo, qui est cher à nous, mérite plus que ça. Nous sommes un pays... Voilà. Stratégique. Merci. Nous sommes dans un contexte, dans la sous-région, où il y a le terrorisme qui est en train de dicter sa loi à des populations. Quand vous continuez par mettre la pression sur des gens, à un moment donné, vous comprenez ce que cela peut donner. Ah oui, parce que quand quelqu'un est acculé à un moment donné, il cherche tous les moyens pour pouvoir se défendre. Et là, nous ne voudrons pas que nous glissions sur ce pas. Et maintenant, il faut que nous essayons de dire à nos autorités qui ont le langage violent, le langage va-t-en-guerre, nous leur disons que notre pays, le Togo, est reconnu comme un pays qui fait l'exportation d'un modèle de paix, de dialogue. Vous comprenez? Quand il y a eu des crises un peu partout, c'est le Togo qui était au devant pour amener les protagonistes vers une table de négociation pour que les gens s'entendent. On ne peut pas faire ça sur le continent et dans notre propre pays. C'est des langages va-t-en-guerre, on exclut des gens, on dit que les gens sont illégaux, leurs syndicats et choses, alors qu'en réalité, quand moi j'ai fouillé dans la chose, le CERT a déposé ces dossiers au niveau de Golfe 2. Si vous allez au niveau de la mairie de Golfe 2, vous allez voir que les dossiers sont enregistrés là-bas. Et la mairie de Golfe 2 a ventilé les dossiers là comme il se doit. Il revenait maintenant aux institutions qui doivent se charger de valider certaines choses, de le faire. Donc, sur le plan de l'égalité, même si ce n'est pas encore constitué, je pense que les ministres, au nom de la République, au nom de la paix, au nom des intérêts des élèves, parce que c'est eux qui sont en jeu, mais devaient faire chose, comment l'appelle-t-on, reconsidérer leur position et voir dans quelle mesure on peut amener ces enseignants-là à vraiment mettre de l'eau dans leur vin pour sauver l'éducation dans notre pays. Et pour chuter, vous m'avez aussi parlé à mes frères qui sont dans les élèves, les apprenants, qui ont pris des attitudes pour manifester leur mécontentement dans les rues et tout ça là, certains même ont glissé dans la violence, de leur dire que non, de faire extrêmement attention, de ne pas sortir dans la rue, de ne pas manifester avec tout ce que nous connaissons, les armes blanches et tout ça là, et agresser leurs camarades, agresser les professeurs, aller faire exercer de la violence sur des gens, de ne pas en tout cas, de ne pas opter, de ne pas prendre cette option. S'ils veulent manifester, ils sont dans leur établissement, ils peuvent manifester là-bas, je pense que les inspecteurs sont là, les proviseurs sont là, ils verront dans quelle mesure, les chefs d'établissement sont là, ils verront dans quelle mesure ils peuvent faire le nécessaire pour eux. Et maintenant, implorer vraiment nos autorités que nous sommes dans une république où nous ne voulons pas qu'à un moment donné, nous commencions par nous envoyer des mots discourtois, des mots qui vont peut-être mettre en cause en mal la cohésion sociale. Rafale par-ci, missile par-là, et comme si cela ne suffisait pas, c'est un autre qui sort et lance un explosif
Il s'agit de Tchédé Kanfitine, qui lui aussi a lancé quelque chose. C'est ça même qui a fait sortir les enfants de leur orbite, ne s'attaquant pas seulement aux élèves, mais sa langue appliquée pour toute une région, et a révélé en sourdine une triste réalité. Alors, que vient chercher Tchédé Kanfitine, qui n'est ni ministre des enseignements, ni ministre de la fonction publique, dans cette affaire pour s'attirer tout le malheur sur lui. Vous avez écouté tout ce qui s'est dit. Je voudrais pas... qu'il est revenu. Oui, il a fait un mal honorable. Mais vous ne devez pas donc revenir sur le fond de ce qu'il a fait, ce qu'il a dit, mais c'est des propos blessants. C'est des propos vraiment blessants parce que ça a heurté les sensibilités. Ouais. Et nous sommes dans un pays où on a besoin beaucoup plus de la cohésion sociale, de la paix. Donc, et ce n'est pas intéressant qu'on tienne de tels propos et vous demandez ce qu'il cherche. Bien sûr, c'est un natif de la localité. Alors, quand la maison brûle, pourquoi ne pas aller voir ses frères et leur dire la République... Sauf qu'il n'est pas allé avec de l'eau pour éteindre de l'essence. De l'essence, mais vous savez, il est allé, il a aggravé la situation. En fait, il ne s'attendait pas à ce genre de réaction. Mais sauf que peut-être l'esprit de ce qu'il voulait dire, c'était pas ça. Mais en fait, il n'était pas allé dans ses propos, si vous le suivez très bien. Il n'avait pas l'intention de provoquer, de faire du mal. En fait, c'était pour dire en réalité que si nous sommes à ce niveau, c'est peut-être la République qui nous a aidés. Voilà, c'est ce qu'il a voulu. C'était l'esprit pour dire à ses frères, peut-être dans certaines situations, la République nous a aidés. Sauf que au niveau de la lettre, ça a été mal formulé. Ça a été mal formulé. Mais je me dis, je vais dire deux petites choses. Première chose, vous savez, nous sommes en politique. Je me rappelle, j'ai dit ça quelque part l'autre fois. Vous savez, il y avait eu un sommet en France en 2011. C'était un sommet pour régler le problème de la Grèce. Il y avait ce problème c'était le G8 qui avait en France, à l'époque c'était Nicolas Sarkozy qui était président, Barack Obama était président des États-Unis et Obama était arrivé en France. Et à l'époque, la femme de Sarkozy était enceinte. Et Barack Obama s'amusait un peu avec Sarkozy en demandant comment allait la femme. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé un jour? À la fin d'une réunion, à la fin d'une conférence de presse, c'était Barack Obama et Sarkozy. À la fin de la conférence de presse, les deux avaient le micro, mais ils n'avaient pas éteint le micro. D'accord. Donc, ils ont fait la conférence de presse. Ils parlaient en off. Ils parlaient en off. Donc, ils rentraient dans une salle et puis, à l'époque, le premier ministre d'Israël, c'était Benjamin Netanyahu. Sarkozy dit, Benjamin Netanyahu, ce monsieur-là, il me fatigue. Il croyait être un off. Il croyait être un off. Obama réplique, ce monsieur, c'est un menteur. Je suis obligé de composer avec lui alors que c'est un menteur. Vous savez, diplomatiquement, c'est grave. Et là, quelques minutes après, les médias ont repris ses propos et ça avait vachement... Ça fait toller. Ça fait toller. Ça, sur le plan diplomatique. Et ça a beaucoup joué. Ça a beaucoup joué dans les relations entre la France et les négociations. Et tout ça. Et donc, ça veut dire qu'en politique, il y a des propos qui peuvent arriver. Voilà, c'est vrai. Peut-être, c'était pas l'intention, mais... Et surtout, comme il se sentait entre frères, et bon, il ne pouvait pas passer un seul instant que c'est comme ça pouvait aller au-delà. C'est bon comme un problème. Oui. C'est pas pour prendre le contre-pied de ce que Firmin a dit que c'est vrai, c'est dans un esprit fraternel, paternaliste, il dit ses propos. Mais au-delà de tout, c'est que nous avons affaire à des autorités condescendantes, arrogants, hautains, suffisants, avec des diplômes dont ils font étalage à longueur de la journée pour les questions les plus intelligentes. Et dans ces situations, quand vous êtes condescendant, arrogant et suffisant, de vous-même, vous allez tenir des propos qui vont heurter. Peut-être que vous-même, vous ne vous rendez pas compte. Mais votre intellectuel se sent blessé par l'intention. Se sent blessé par le chemin de l'enfer est souvent de bonne intention. Donc, vous comprenez. Donc, des gens qui sont arrogants, ils vont de sorte qu'ils traînent des propos qui blessent. Donc, c'est pourquoi nous voulons aussi dire à ceux qui nous dirigent qu'au-delà de leur titre, ils sont des humains, ils ont des frères aussi, avec qui ils ont fait des parcours.
l'affaire du ministre Tchédé, vous avez vu ce qui est sorti sur les réseaux sociaux. On a rappelé même son parcours scolaire avec des déboires. Je ne sais pas. Des gens veulent montrer qu'ils ne sont pas plus intelligents qu'eux. Vous comprenez? Donc c'est pourquoi quand vous êtes une autorité, le langage que vous devez tenir doit être un langage à la hauteur mesurée, pondéré, qui doit être à la hauteur aussi du titre que vous portez. Nos frères qui vont dans les notre chef de l'État, nos frères qui vont dans les localités, ils sont cadres du milieu, mais c'est quand ça chauffe qu'on les voit. Exactement. Alors en réalité, ils doivent maintenir le contact avec la base. De temps en temps, allez-y. S'il avait l'occasion d'entretenir, de discuter avec ses frères, je pense que ces propos-là, il allait dire, le ministre est habitué, c'est un coutumier de ces propos. Donc peut-être, bon, il a parlé, c'est rien, quoi, il s'amusait. Mais comme il ne va pas souvent. C'est une rare fois qu'il fait cette sortie. Tout à fait. Donc, il doit prendre ça selon la sémantique, selon ce qui a été dit. Et prendre même le sens peut-être connoté de ce que le ministre voudrait dire. Vous comprenez? Et donc, nous voudrons ça aussi. Ça pose le problème de la communication de nos autorités. Ça c'est vrai. Je donne deux exemples. Vous pouvez prendre l'exemple sur deux exemples. Hein. Tout à fait. Notre chef d'État, c'est vrai qu'il parle peu, mais les rares fois qu'il sort, il mesure bien ses tout à fait. Et je ne vais pas faire ses éloges. Le ministre de la Sécurité qui est du bien évidemment, mais même quand il s'adresse aux opposants, un langage simple, familier, courtois, et puis la communication passe, elle est fluide, il n'a pas besoin de gros mots, des rafales, des missiles. C'est militaire, même l'art de manier les armes. Lui ne parle jamais de rafaler, de vous envoyer des missiles, de dégâts. Lui n'a pas de missiles. Lui c'est un rassembleur plutôt, voilà. Il respecte les opposants. Aucun opposant ne sait jamais toutes les tendances. Toutes les lignes. C'est un monsieur qui sait parler aux gens. C'est le seul ministre, le seul ministre qui n'a jamais eu de grief avec l'opposition. Jamais. C'est comme un monsieur, il sait ce qu'il fait. Il n'est pas obligé de faire étalage de sa personne. C'est un monsieur que tout le monde respecte. Sur le plan militaire, c'est quelqu'un qui allait même jusqu'au sommet des grades. Donc il ne se fout pas. Parce qu'il a mérité. Il a mérité. Et on lui a donné les grades. Il a eu son général avec mérite. Vous comprenez? Mais c'est qu'ils sont passés par des contorsions, comme les gens nous ont dit. Parce que c'est les gens même qui ont dit ça. Mais c'est pas des contorsions. Justement, c'est un qui devient plus arrogant, plus discourtois. On va chuter sur cette pensée de Freud qui dit en s'amusant on peut tout dire, même la vérité. Disait donc Freud, est-ce que ce n'est pas une triste réalité du pays et non seulement des savanes que l'heure est venue que Dieu révèle au peuple togolais par la langue de Dieu? Nous n'allons pas mettre notre public à terre. Si certains veulent le faire, c'est pas le problème. Mais nous n'allons pas mettre notre public à terre. Ce que nous savons, quand il y a concours, la correction se fait et les méritants sont passés. Mais s'il y a des individus cachés dans leur coin qui passent par des contorsions pour le faire, c'est la fraude. Je pense que le moment venu, il devra répondre. Et comme la manchette l'a dit, je crois que comment l'appelle-t-on, le procureur de la République doit maintenant avoir les oreilles et les yeux bien ouverts à chaque fois qu'il y a concours pour voir comment les choses se passent. Est-ce que c'est dans les règles de l'art? Non, vous savez, moi je ne voudrais même pas qu'on revienne sur ces choses parce que c'est ça a terni un peu l'image de notre pays. Parce que quoi qu'on dise, les Togolais sont intelligents. Les Togolais sont intelligents. Les Togolais sont... Vous allez parler de... Ismaël Mathia parle de diplôme et tout ça. Mais quoi qu'on peut dire, quand vous voyez le général Yak, c'est un homme qui est bien formé. Tout à fait. C'est un homme qui est sollicité dans la région. C'est quelqu'un qui a étudié au Togo et à l'étranger, qui a une déformation pas possible. Il est respecté. Donc ça veut dire qu'il est des savants, n'est-ce pas? Il est des savants. Donc c'est quelqu'un donc le syllogisme de notre ami Kanfoutine ne tient pas. Le syllogisme dit que si on prend ce syllogisme, tous les habitants des savanes sont tarés. Or, Kanfoutine est des savanes. Donc, ça ne tient pas.
Ça ne tient pas pour certaines choses. Les prémices même sont mal posées. Les prémices sont mal posées. Il n'y a rien de vrai dans les prémices. Tout à fait. Rien de vrai. Tous les habitants. Le conséquent ne peut pas découler. C'est un syllogisme qui est incorrect sur la forme, mais sur le fond, vide de sens. Vide de sens. Parce que dans les savoirs, les grandes personnalités de ceux qui firment à partir de Karamoko, Namoro et bien d'autres, il y a des gens de la savane. C'est que le grand figure. Le ministre très respecté, Barké. Voilà. Et qui a même fait qui a fait ses preuves dans son enfance à l'école. Il y a une université là, je c'est un grand ingénieur. Non, je pense que le ministre Kamputin Tchédé. On met ça dans les lapins. Mais au-delà de tout, on doit reconnaître que ce gouvernement-là a des problèmes. C'est la première fois qu'on remarque de tels propos. C'est la première fois où des ministres brandissent des diplômes avec des propos violents et arrogants. C'est la première fois. Ça ne s'est jamais passé dans ce pays-là. Donc il me semble que le gouvernement... C'est sérieux en fait ce qui se passe. C'est le gouvernement autrement. Oui, c'est... Non, c'est pas le gouvernement. Mais je pense que ceux-là qui ont du gouvernement autrement, ça là... Non, c'est pas ça. Vraiment, c'est déjà là. Ce n'est pas ça. C'est le gouvernement autrement. Non, vous savez, ailleurs, sur d'autres cieux, le ministre aurait démissionné. Ce serait le temps du baobab le lendemain. C'est ce que nous disons. C'est que les gens sont arrogants, imbus de leur personnalité. C'est ça exactement. Sinon, face à cette situation, comment des enseignants peuvent faire sortir les ministres de leur rond? Mais la maîtrise de soi en tant qu'autorité, il laisse ça où? Nous-mêmes, journalistes, quand nous sommes sur des plateaux, on nous pique. Mais nous avons la maîtrise de soi, mais nous restons posés. C'est vrai que le sujet fait vraiment tellement préoccupant, mais il y a encore d'autres sujets. On va aller maintenant, par rapport au secteur de l'éducation, nous félicitons le gouvernement qui a demandé que les syndicats puissent se retrouver. Oui, ils se sont retrouvés. Les syndicats. Et il y a le Conseil national du dialogue social aussi qui a pris aussi le sujet à bras et la Confédération nationale des travailleurs. Il y a les droits de l'homme aussi qui sont rentrés dedans. Donc j'ose croire que tous ces acteurs-là vont essayer de travailler en amont pour qu'au finish on puisse vraiment trouver une solution qui puisse apaiser toutes les positions. Et l'État, je voulais rappeler aussi que les ministres, ils ne sont pas obligés d'affirmer l'autorité de l'État. Tout le monde respecte l'État. L'État, c'est une entité que nous respectons. Donc radier les gens par orgueil, on n'a pas besoin de ça. C'est l'État, c'est l'autorité de l'État. On n'en a pas besoin. Le problème, c'est que faisons tout pour sauver les élèves. Parce que les dégâts, c'est au niveau des élèves. Faisons tout pour sauver les élèves parce que l'éducation est une portion très importante de la gouvernance de M. Faure Gnassingbé. Donc on ne peut pas mettre ce secteur-là. C'est pas pour rien qu'il rend les inscriptions gratuites à l'examen, l'écolage gratuit, tout ça. Donc de faire un effort pour reconsidérer leur position. Ce n'est pas une faiblesse, c'est l'État. Oui, l'État peut revoir ses copies, ça c'est très important pour la bonne marche de la République. Surtout qu'au Togo, nous avons des autorités qui parlent de la cohésion, qui parlent du vivre ensemble, qui parlent de l'inclusion. Et donc je pense qu'on doit par moment en tout cas taire certaines choses et voir justement et c'est Rousseau qui dit que ce que la violence ne peut pas résoudre, la douceur peut le faire. Tout à fait. La presse a lorgné à travers les portes et les fenêtres de la Cour constitutionnelle et a vu les nouveaux membres de la CENI en train de jurer solennellement devant Dieu et devant les hauts magistrats d'accomplir loyalement leurs fonctions. On allait suivre leurs choses, mais comme le temps nous surprend, on va directement à nos analyses. Alors, la question dit 7 nouveaux membres pour gérer les futures échéances électorales, à commencer par les régionales, jusqu'à la présidentielle de 2025, en passant par la législative de 2023. TECO, comment trouvez-vous la configuration de cette nouvelle équipe provisoirement dirigée par Jean-Claude Oumao? Non, comment trouver la composition de cette équipe? Cette équipe va organiser les élections et va proclamer les résultats, c'est tout. Et moi je dis en réalité, avec cette équipe-là, ou avec la CENI en réalité, il n'y a pas trop de problèmes. Si les gens se disent qu'avec la composition de la CENI, il y aura de l'influence ou non sur les résultats, ils se trompent.
Oui, je trompe, parce que les 17 membres, c'est 17 n'est-ce pas? Les 17 membres là ne savent pas ce qui se passe sur le terrain, c'est-à-dire en termes de centralisation. Eux, ils sont là, ils restent là au bureau et après on leur apporte les résultats. Parce que c'est les résultats, ça qui est les bureaux de vote pour aller dans les CELI. Et des CELI, on les envoie à la CENI. Donc, c'est-à-dire, moi je dis, on peut même mettre toute l'opposition là-bas. Et peut-être le président, il est peut-être d'uni, on peut mettre toute l'opposition. Il est bon, c'est-à-dire, s'il parlait de fraude ou pas, ce n'est pas là-bas que ça s'organise. S'il doit avoir, ce n'est pas là-bas que ça peut s'organiser. Vous imaginez, donc ce n'est pas une question de... quand l'opposition dit on veut avoir une CENI indépendante, technique, tout ça là, ça ne se passe pas là-bas. Ça ne se joue pas là-bas. Ça ne se joue pas, rien ne se joue là-bas. Moi je pense que si... Il faut avoir plutôt des représentants. Il faut avoir des représentants dans les bureaux de vote. Il faut être régulièrement, ce que l'UNI fait régulièrement, il faut être tous les jours sur le terrain, préparer les potentiels électeurs, convaincre, aller sur le terrain, après les bureaux de vote, avoir des représentants dans tous les bureaux de vote, tout contrôler, et là on saura s'il y a une fraude ou pas. Donc on ne peut pas ne pas être sur le terrain et après dire qu'il y a fraude. Par les fraudes. Il y a fraude. Donc moi je dis, la CENI en fait ne règle aucun problème. La CENI n'est pas une machine à fraude. La CENI n'est pas une machine à fraude, ça c'est bien trouvé. La CENI n'est pas une machine à fraude. La CENI organise pour quand les résultats. Maintenant je dis, est-ce qu'aujourd'hui, après 30 ans d'essai démocratique, on a encore besoin de CENI là? L'Afrique s'essaie, mais il y a ces gens de Commission électorale nationale indépendante. Mais il y a toujours problème. Il y a toujours problème. Il y a toujours problème. Est-ce qu'on a besoin, ça veut dire les CENI ont échoué? Et ce n'est pas seulement au Togo. Ce n'est pas seulement au Togo. On a vu ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. En Afrique, Kenya, partout. Donc, du moment où ce n'est pas le gouvernement qui organise, mais c'est la CENI, il y a toujours problème. Donc, ça veut dire que les CENI, en réalité, je veux dire, les CENI ont échoué. Lamentablement, toutes les CENI en Afrique n'ont pas échoué. Donc, la meilleure des choses, c'est que les gouvernements reprennent l'organisation des élections. En France, aujourd'hui, en train d'organiser les élections, à midi, c'est le ministère de l'Intérieur qui a parlé du taux d'abstention, du taux de participation. Donc, ce n'est pas une quelconque CENI qui en a parlé. Donc, il va falloir que les gouvernements reprennent l'organisation des élections. Et puis, le problème est réglé, quoi. D'accord. Les CENI ont lamentablement échoué en Afrique. Dix, Pimenteko, Abo. Peut-on dire que le processus électoral est véritablement lancé, pour reprendre le terme de quelqu'un, que le processus, les rails, la gare, voilà, que le train du processus vient de quitter la gare? Oui, il faut dire que pour les élections régionales, nous sentons que le gouvernement met les bouchées doubles pour aller vers cette organisation. Et déjà, vous allez voir que le cadre législatif réglementaire de l'organisation de ces élections est en train d'être parfait. Et quand vous prenez un peu ce qui a été fait tout récemment avec le code électoral, et avec l'érection des régions en collectivité territoriale, donc ça voudrait dire que l'État se prépare, les préparatifs sont en bon train, et on voudrait aller à ces élections le plus rapidement possible. Avec la mise en place de la CENI, ça nous conforte, et nous disons que l'État veut vraiment aller vers le parachèvement du processus de décentralisation. Parce que vous savez que c'est à deux niveaux. Il y a le niveau communal avec les mairies, et nous avons eu les élections locales qui se sont déroulées. Donc maintenant, il faut aller maintenant au niveau des élections régionales pour avoir les représentants régionaux. Donc si on arrive à organiser ces élections régionales, c'est notre processus de décentralisation qui aurait vraiment évolué, et ça peut contribuer vraiment au développement de notre pays. Maintenant, revenant sur la composition de la CENI, je vais dire brièvement que moi j'ai regretté que ce soit encore les partis politiques et les associations qui ont été cooptés. J'aurais voulu que ce soit une CENI beaucoup plus technique. Les gens arrivent là-bas avec une certaine technicité, une certaine expertise en matière d'organisation des électeurs, des élections, le management même des élections, parce que ce n'est pas aller compter les bulletins au niveau des urnes pour qu'on dise qu'on est un expert électoral. Quand on a suivi des formations avec la formation Bridge, je sais que vous avez suivi ça aussi, la formation Bridge qui nous a parlé des élections, des processus électoraux, il faut maîtriser tout ça là. C'est vraiment des modules, c'est plus de 100 modules qu'il faut vraiment maîtriser avant de dire qu'on sait vraiment ce que c'est. Mais il y a un spécialiste des élections dans le bureau. Mao qui a eu aussi une très bonne formation en matière
d'élection. Il y a l'autre là aussi du PDR, l'ARJA, qui s'y connaît aussi très bien. Non, il y en a plein aussi, hein, il y en a plein aussi. Même ceux qui sont venus même des formations politiques, en leur sein au niveau des formations politiques, il y en a aussi qui ont suivi des formations en matière d'organisation des élections. Mais le Togo, j'aurais voulu qu'on ait vraiment une scénario beaucoup plus technique, avec des gens d'une certaine probité. Parce que mon frère parlait de la fraude. Et nous constatons qu'en Afrique, généralement, les élections riment avec la fraude. Si ça n'est pas les bourrages durs, c'est des trafics d'influence, c'est des histoires de traficotage, achat de conscience et tout ça là. C'est ça qui rythme les élections en Afrique. Mais nous devons aller au-delà de ça. Parce que c'était parce que, quand on est à une position donnée, le pouvoir, c'est ça, c'est la fin de tout, on doit mourir avec tout ça là. C'est ça qui fait que l'Afrique est toujours en retard. Si nous dépassons, nous allons vers une vision beaucoup plus évolutive de la chose. Nous disons que non, la politique, oui, on peut gérer le pays à un moment donné, on peut aussi s'en passer et aller faire autre chose. Je pense que nous pouvons construire une nation paisible parce que les gens ne se sentiront pas mis à la touche dans la gestion du bien commun que nous tous nous chérissons, c'est-à-dire notre Togo. Vous comprenez? Donc moi je pense qu'on doit reconsidérer nos positions et nous saluons aussi les autorités togolaises qui ont pu à un moment donné donner forme à notre constitution. C'est une constitution qui était un boulevard loin ça, mais à un moment donné les autorités ont senti qu'il faut vraiment préciser les choses, mettre des garde-fous pour que vraiment la République se porte mieux. Donc nous demandons vraiment de la part de toute la population ensemble conjuguons nos efforts vraiment pour que notre pays, le Togo, puisse aller de l'avant en vraiment posant des actes citoyens, des actes civiques et qui puissent honorer aussi notre République. Tout à fait firmé, mais c'est tout ça là sans compter sur l'attitude de certains partis politiques qui continuent par avoir des positions très tranchées. Suivez mon regard, je ne voudrais pas parler de la DMK qui n'est même pas à la CENI, du CAR qui n'entend pas du moins participer au régional et bien d'autres dont les attitudes laissent encore voir qu'il peut y avoir risque de sabotage des élections malgré toutes les dispositions que le gouvernement d'État est en train de prendre. Oui, avec la position de la DMK qui parle toujours de la victoire de leur candidat, Agbomo Kodio, quoi que le gouvernement puisse faire, eux peut-être vont parler de fraude, du moment où peut-être ne sont pas associés à la chose, parce qu'ils disent toujours que ce sont eux, c'est leur candidat qui a gagné. Donc si eux disent que le candidat gagné, ça veut dire celui-là qui occupe la tête du pouvoir togolais aujourd'hui, donc il n'est pas là de façon propre. Donc il y a déjà ces attitudes-là, mais quoi qu'on puisse dire, on n'a plus besoin de ça. On n'a plus besoin de ça. Non, 2020 c'est passé, c'est plié, toute la communauté nationale déjà, on ne reviendra plus là-dessus. Quoi qu'il puisse faire, ça ne changera absolument rien. Vous savez, je pense que l'opposition togolaise doit comprendre 30 ans après ces attitudes-là, ça nous fatigue. Et on doit aller au-delà. C'est parce que si le pouvoir là est là, c'est parce que l'opposition l'a voulu. L'opposition, moi j'ai toujours dit, cette opposition que nous avons, je le dis toujours, contribue à l'enracinement de ce pouvoir. Cette opposition-là contribue à l'enracinement de ce pouvoir. Moi je dis, ceux-là qui sont, il y a une partie, bonne partie qui est dans l'opposition, qui ne veut pas que ce pouvoir la quitte. Ça leur plaît, le pouvoir peut-être joue bien leur rôle, ils adorent le pouvoir en fait. Il y a des opposants qui adorent ce pouvoir. Ils ne sont pas encore prêts. Il y a des opposants togolais qui ne sont pas encore prêts pour l'alternance dans ce pays. Ils ne sont pas encore prêts. Moi je dis, est-ce que si on a remonté, est-ce qu'ils pourraient gérer? Si on a remonté, est-ce qu'ils pourraient? Je pense que la plupart, eux tous, ils vont fuir. Ils ont raté le coche dans les années 90. Aujourd'hui, ils ne sont pas encore prêts. Ceux-là que nous avons, ils ont échoué. Ils reconnaissent qu'ils ont échoué. Ils ont de la peine à diriger même les mairies. Ils ont de la peine à diriger les mairies. Il y en a plein qui ont de la peine. Et c'est maintenant qu'ils apprennent même la gestion. Regardez, si on avait confié tout un État, c'est maintenant au niveau de petites localités. Ils n'arrivent pas, ils ont toutes les difficultés. Ils sont malmenés par les populations. Mais si on avait confié tout un État, moi je pense. Vous savez, vous voyez un peu l'attitude de J-Christ Olympio. J-Christ Olympio, bien sûr, les gens disent qu'il a souffert pour ce pays. C'est lui le chef de file de l'opposition. Oui. Depuis qu'il est chef de file de l'opposition, historique. Est-ce que vous l'avez une fois entendu parler? Depuis les législatives 2018, c'est un chef de file, c'est un responsable politique ça. Vous imaginez? Un chef de file de l'opposition
qui n'a jamais parlé. Un opposant historique. Un opposant historique. Oui. Depuis là, il n'a jamais levé le petit doigt pour dire non, vous faites mal, non, gérons comme ça, non. Un chef depuis de l'opposition qui dit non, vous imaginez là, vous allez confier tout en état. Oh là là. Avril 2020. Nous sommes désolés. Bon, je pense que nous n'allons pas faire le procès de l'opposition. Nous allons reconnaître quand même que l'opposition togolaise joue sa partition lorsqu'il y a surtout la nouvelle place. Oui, lorsqu'il y a certaines situations, il n'hésite pas quand même à même si ça ne porte pas quand même la contradiction est là. C'est ce que je salue Jerry un peu quelqu'un. Jerry Tama à l'Assemblée. Jerry Tama à l'Assemblée, mais il n'hésite pas. Quand il y a des situations, il interpelle les gens et je pense qu'après, ils finissent par s'entendre. Non, je suis d'accord avec vous, Firmin. Quand nous allons aussi un peu en arrière, quand vous prenez l'ANC avec Jean-Pierre Fabre, quand il y a des situations de droits de l'homme qui se posent, sincèrement, il fait une lutte frontale. Et on sent qu'il n'est pas d'accord avec certaines situations. Et l'État aussi comprend que cette situation-là, peut-être que c'est pas bien. Et ensemble, ils trouvent vraiment des moyens pour que la situation s'améliore. Donc l'opposition joue aussi son rôle, mais seulement il va falloir, comme le disait, incisif et soit aussi organisé et de deux aussi, soit une opposition beaucoup plus contributive qui est dans une démarche d'amener l'État à parfaire ces choses, non dans une démarche de saboter les processus ou bien les mécanismes que met en place le gouvernement. Ça, si nous sommes dans cette attitude, ce n'est plus de la politique, mais ça devient de la jungle et ça c'est pas bien pour notre pays. Pour peut-être terminer, c'est toujours l'exhortation de l'exécutif togolais à vraiment penser aux problèmes de la société. Quand nous avons des problèmes qui se posent avec acuité, ne divagons pas, n'allons pas dans des questions périphériques, dans des questions d'amusement pour peut-être abrutir encore davantage la population qui est perdue dans ses repères. Allons dans le concret, soyons pragmatiques, comme au niveau de la sécurité. Quand il y a un problème qui se pose, vous voyez le ministre Yark, parler de ce problème, trouver des solutions à ce secteur. Mais il y a d'autres, quand ils arrivent sur le plateau, c'est énervé, c'est trouver des formules qui vont choquer, alors que le problème est là, ils n'arrivent pas à faire face au problème. Donc nous voudrons que nos autorités gouvernent autrement là. Essayez d'incarner cela dans le bon sens. Incarner cela, ce ne sont pas des slogans vains. Faites un effort pour que nous puissions, la population puisse avoir aussi confiance en vous. Gouverner autrement, c'est pas lancer des missiles. C'est pas rafaler. Ok, on tend vers la fin, sinon le temps nous est rattrapé. Nous sommes sous la clémence de la technique. Alors qu'il y a des chapitres très alléchants comme celui-ci. Le phénomène de la vie chère qui continue de faire parler de lui. Cette semaine, encore certains journaux s'en sont pris à lui et parlent des mesures que les autorités du pays sont en train de prendre pour le juguler, surtout avec la dernière augmentation des prix des produits pétroliers, que la montée du prix du baril a poussé les États à faire. Et puis, on parle des mesures prises par le gouvernement. Alors, vraiment, ce phénomène de vie chère, fait plus de victimes. J'ai l'impression que le Covid-19 et le sida, tous de réunis n'ont pas pu créer des difficultés comme ça. Non, sinon, le problème de la vie chère, je pense que ce n'est pas spécifique au Togo. Vous savez que dans la sous-région, même en Europe, c'est le problème qui se pose actuellement, c'est la vie chère. Il y a flambé de prix, il y a Covid qui est passé par là, et il y a aussi les problèmes des changements climatiques. Et entre-temps aussi, vous allez voir aussi que par rapport aux produits pétroliers, il y a eu aussi des problèmes de fluctuations sur le cours, sur le marché international. Voilà, le cours mondial a été touché, donc le Togo ne pouvait pas faire autrement. On devait vraiment aller vers cette augmentation des prix sur les produits pétroliers. Et j'ai aussi salué à juste titre la sortie du gouvernement qui a fait un travail de pédagogie en expliquant ce qui a amené les autorités à aller vers cette augmentation. Et si on continue ainsi, je pense que c'est la communication qui pourra nous aider à comprendre les décisions que prennent nos autorités. Et là, ça nous éviterait des polémiques, des rumeurs inutiles qui parfois créent des situations qui ne sont pas en tout cas tolérables. Mais sur le plan des mesures aussi, je voulais rappeler un peu,
que l'État a parlé de la réduction de la TVM. Et je pense que ceux qui ont pu prendre connaissance avec la grille, ils ont vu que par endroit, il y a eu aussi chose. Mais c'est que cela n'impacte pas toute la population. Tous nous n'avons pas de voiture. Vous comprenez? Et quand nous revenons un peu aussi au niveau de l'agriculture, il y a les intrants agricoles qui seront subventionnés. Ça fait partie aussi. Oui, mais ça peut nous aider. Mais le problème est que l'État togolais doit aller vers une agriculture intelligente. Nous ne devons plus rester dans l'agriculture archaïque, la classique, où on attend la pluie avant d'aller sur tout ça. Donc il faut vraiment aller vers la maîtrise de l'eau avec des techniques beaucoup plus améliorées. Je pense que si l'État togolais allait dans ce sens, ça pouvait vraiment aider et la vie chère là pouvait être conjuguée au passé. Firmin, parallèlement à ce que l'État fait pour assouplir les souffrances des populations, qu'est-ce que les populations elles-mêmes font pour résister, car dit-on, à chaque rythme, sa cadence. Est-ce que nous devons continuer par danser au Ndombolo alors que c'est du high life qu'on joue maintenant, ou du APC alors que c'est du Abadja? Non, vous savez, la population se bat, la population togolaise se bat. Vous savez, la vie chère, comme Ibrahim Achal l'a dit tout à l'heure, la vie chère c'est dans tout le monde entier. C'est dans le monde entier. Mais sauf que ce qu'on reproche aux autorités togolaises, c'est qu'elles n'affichent pas aux yeux du monde des mesures urgentes pour dire je subventionne premièrement tel produit, ou je dis nous subventionnons les produits de première nécessité. Le maïs qu'on vendait à 1000 francs, peut-être on va vendre ça à 500. L'huile qu'on vendait peut-être à 2000, on va vendre ça maintenant à 1500. S'il y avait de ces mesures là, mais je pense que la population se serait vraiment soulagée, on se sentirait à l'aise. Donc ce qu'on demande au gouvernement, aux autorités, c'est juste de subventionner les produits de première nécessité, pour que tout le monde arrive à manger au moins c'est sur le 2 à 3 repas par jour. Vous savez, actuellement en France, ils sont en train d'avoir des problèmes et chaque fois ils parlent du pouvoir d'achat. Même si la vie chère les a fortement impactés, ils n'arrivent pas à se relever. Donc c'est pour ça que Marine Le Pen... Non, les personnes n'arrivent pas à s'en sortir. En Allemagne, un peu partout. Même en Allemagne aujourd'hui, pour prendre de l'essence, les gens quittent l'Allemagne pour venir s'approvisionner en France. Actuellement au Luxembourg. J'ai une copine en Allemagne qui me demande de lui envoyer du gari. Non, c'est chaud. Il y a des gens qui quittent le Bénin, le Ghana pour venir s'approvisionner ici en termes de carburant. Avec la complicité, la faveur de Ganté, on va finir tout à l'heure, mais encore d'intéressant. Blaise Compaoré et le général Diendéré condamnés à la prison à vie. Voilà les peines requises contre ces 3 personnalités impliquées dans l'assassinat de Thomas Sankara et dont le verdict est tombé cette semaine. Alors, vos commentaires là-dessus me plaisent. L'affaire remonte à 1987 lorsque Thomas Sankara, qui venait de monter fraîchement au pouvoir, 35 ans après, la lumière jaillit. Quelles leçons tirer de cette affaire? Thomas Sankara, il serait là aujourd'hui, il aurait 70 ans, mais il serait un fin dictateur. Non, bon, on présume. Ce que je veux, c'est qu'en réalité, moi, quand on me demande de parler de Thomas Sankara, je suis tellement mal à l'aise. Parce que moi, je ne suis pas fan de lui. Parce que lui aussi, il est arrivé par un coup d'État. Il a fait un coup d'État. Il a tué des gens avant d'arriver au pouvoir. Et lui aussi, il paye pas les pays. Tu tues pas les pays. Il a tué des gens. Il a tué des gens et il est arrivé au pouvoir. Et malheureusement, on l'a tué aussi. Et quelqu'un d'autre est arrivé. Et quand on vous dit pas de procès de 1987, pourquoi ne pas faire un procès de 1983 quand lui il est arrivé au pouvoir? Et l'autre chose, ceux-là qui sont au pouvoir, les Damiba qui sont là, ils sont là aujourd'hui, mais ils permettent à ce que cette justice-là fonctionne et juge ce procès, juge cette affaire, juge de cette affaire-là. Cette affaire, c'est une affaire de entité de la société d'État ou d'État. Alors ils sont sur la même voie. Ils sont sur la même voie. Ils ont également fait une enquête. Donc la justice, là, si la justice burkinabé va être crédible, il va falloir qu'elle penche sur le procès de 1983 et sur le procès de 2022. Et là, on aura une justice équilibrée. Il faut dire que ce n'est pas l'État burkinabé qui a décidé comme ça de juger. Il y a eu des plaintes.
Oui, bien sûr. Vous comprenez? Donc, si quelqu'un demain se levait et portait plainte contre Damivia et son équipe, je pense que la justice va travailler. Donc, il faut féliciter plutôt le travail qui a été fait au niveau du Burkina Faso, parce qu'un crime ne peut pas rester impuni. Les gens se sont levés un matin, ils ont trucidé leur chef de l'État et tué et toute sa garde. Je pense que c'est des choses abominables, des choses à laquelle nous ne devons pas, cruelles, et que nous ne devons pas accepter. Donc, il faut que des gens paient pour avoir aussi commis ce crime. Et donc, quand on parle de Thomas Sankara, c'est vrai que nous, à l'époque, moi j'étais au collège, donc c'est un monsieur, j'étais un peu proche du Burkina, donc je connaissais un peu la façon de gérer de Thomas Sankara. C'était un idéaliste, c'était un communiste, c'est quelqu'un qui a forgé même la mentalité du Burkina. Aujourd'hui, quand on dit les hommes intègres, le socle c'est Thomas Sankara. C'est lui qui a fait de Burkinabé un peuple fier, un peuple imbu de sa culture. Un salaire social. Un salaire social. Les gens n'étaient pas dans des dépenses, dans la gabégie et autres. Donc il avait de la modération, mais les réflexions étaient très poussées. Quand on dit des présidents visionnaires, c'est l'un des présidents visionnaires, parce que ces idées étaient des idées qui allaient faire émerger tout le continent. Que c'est la photocopie de son projet de gouvernance que Damibi ou bien est en train de... Même tout s'inspire de lui. Quand vous prenez même tous ces colonels qui ont fait le coup d'État, que ce soit Assimi Goïta, que ce soit Doumbouya, vous allez voir que le profil qu'ils affichent, c'est Thomas Sankara. Donc c'est des gens qui avaient quand même de la vision. Quand on dit avoir de la vision, c'est cela. Ce n'est pas de la vision des slogans et finalement on a relevé Firmin Teko, mais je pense qu'un procès aussi doit être ouvert pour le coup d'État de celui que Thomas Sankara a évincé. Et puis aussi, il faut ouvrir pourquoi ne pas ouvrir le procès de Sibano Solinke? Pourquoi pas? Et de Patrice Lumumba. Oh mais oui, la petite remarque à faire à ce niveau, c'est que si le procès là a pu avoir lieu, c'est parce que Blaise Compaoré n'est plus au pouvoir. Vous comprenez? Pour terminer, le parti Union pour la République, UNIR, s'apprête à célébrer le 10e anniversaire de sa naissance. Les préparatifs de cet événement ont démarré. Si la régie peut nous repérer les images, ne serait-ce que de la journée propre, donc ont démarré avec une journée Togo propre organisée par les différents organes du parti, à savoir le mouvement des jeunes UNIR, le mouvement des femmes UNIR, le mouvement des sages UNIR et même le mouvement fort et grand MFEG du jeune Gilles Ferry Agbo. En effet, c'était le 14 avril 2012 que UNIR a vu le jour du haut des montagnes de Apapamé, préfecture de Logou, des cendres du rassemblement du peuple togolais RPT qui lui donc mourait et a été enterré le même jour à Blita à l'âge de 53 ans. Malheureusement, Firmin et Acha, nous n'aurons pas le temps d'en parler. Je crois qu'on va se retrouver dans la semaine. Sauf seulement dire bon anniversaire et que l'UNIR continue par nous envoyer de très bonnes choses pour la bonne marche de la République et pour le vivre ensemble et qu'ensemble aussi notre pays puisse aller vers l'émergence. Bon anniversaire à UNIR. Comme ils le disent, UNIR c'est un grand parti, c'est un parti bien structuré. Donc par là, moi je voudrais demander aux autorités d'investir dans l'opposition pour qu'on ait une opposition qui constitue une véritable alternative crédible. Parce que dans un pays où il n'y a pas d'opposition, tout à fait. Voilà, c'est pas normal la contradiction. Donc UNIR, bon anniversaire à UNIR. Bon anniversaire à UNIR, Union pour la République. Nous espérons retrouver, si possible, pourquoi pas, le secrétaire exécutif national dans cette paroisse dimanche prochain pour nous parler de ce qu'a été le parcours de ce parti. Alors, merci, c'est sur ces notes que nous allons fermer la paroisse, les portes de cette paroisse. Merci à vous, Adja Ibrahim, et surtout félicitations.
Ça a été une messe très bien animée. Merci beaucoup. Merci Philmel Teko. Je sais qu'à chaque fois que vous êtes ici, les téléspectateurs, les fidèles sont bien servis. Merci pour votre disponibilité. Très prochainement, j'entends vous retrouver. Merci à toute l'équipe technique, Mohamed et Ibrahim Machi, et Gatin Bidola qui m'ont aidé à la mise en orbite de cette émission. Ne changez jamais de cheval au milieu de la rivière. Ne changez jamais de cheval au milieu de la rivière. C'est de Abraham Lincoln. Bonne méditation, à dimanche prochain. Bon début de semaine et bonne fin de semaine sous la protection divine. Bon carême et bon jeûne à nos frères musulmans.